Merci beaucoup. Déjà, le premier oui que j'aimerais avoir, c'est est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Je suis ravie d'être ici ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Et je suis aussi assez contente que l'on parle pendant que le soleil se couche. Donc c'est un peu une ode à notre plus belle étoile, en tout cas l'étoile que l'on connaît le plus. Donc on est ici ce soir pour parler d'astrophysique. Et j'imagine qu'à part certains d'entre vous qui sont peut-être curieux et qui se sont dit il y a peut-être une boîte de nuit parce qu'il y a des gens qui sont alignés devant l'Institut d'astrophysique de Paris. Je pense qu'on est tous un peu curieux et un peu fascinés par le ciel étoilé, et notamment le ciel nocturne. Donc le ciel nocturne, ça a été la fascination de tous les hommes. Mais il y a bien sûr une étoile que l'on ne voit pas dans le ciel nocturne, c'est l'étoile la plus proche de nous, c'est bien sûr le Soleil. Et en fait, le Soleil, si on regarde maintenant à travers l'histoire de l'humanité, le Soleil a toujours été présent. Le Soleil, la Lune, quelques planètes. En fait, planète, ça vient du mot planétesse, qui veut dire astre errant. En fait, avant, dans l'Antiquité, on ne savait pas vraiment quelle était la différence entre les étoiles et les planètes. Mais en tout cas, l'étoile, le Soleil, revient de manière constante dans toutes les civilisations à travers le monde. Donc là, c'est un peu, je vais vous présenter quelques artefacts, des artefacts archéologiques que l'on retrouve un peu partout dans le monde. Ici, c'est par exemple un artefact qui nous provient de l'Égypte antique, où l'on voit la princesse, enfin la pharaon Néfertiti et, je crois, Akhenaten, et leurs enfants qui sont bénis par le dieu Ra, le dieu Soleil. Et on retrouve ça un peu, encore une fois, dans toutes les civilisations. Si on commence à regarder les artefacts un peu partout dans le monde, eh bien, on voit aussi des artefacts comme par exemple en Amérique du Sud. Ici, c'est une représentation d'un... Alors, en fait, ce n'est pas vraiment un calendrier. Je pensais que c'était un calendrier aztèque. Et en fait, il s'avère que ce n'est pas juste un calendrier, mais juste une représentation de la cyclicité des saisons en Amérique du Sud, avec au centre cette représentation du soleil en tant que dieu aztèque. Donc on pourrait se dire, et j'imagine que vous aussi ce soir vous vous êtes assis en vous demandant mais qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre de plus de cette étoile que l'on connaît depuis l'Antiquité? Après tout, c'est l'étoile que l'on a observée le plus longtemps, que l'on a sans doute analysée le plus longtemps. Donc en 2019 et dans les 20 prochaines années, vraiment, qu'est-ce que l'on va apprendre de cet astre-là? Alors, je vais un peu continuer dans cette représentation du Soleil en Amérique du Sud avec cette image que j'imagine vous connaissez tous. En tout cas, je ne sais pas, peut-être mais en tout cas, je vous invite à lire l'épisode de Tintin qui s'appelle Le Temple du Soleil, où Tintin et ses amis, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol, sont emprisonnés par des indigènes d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Et Tintin invoque sorte de pouvoir, de commandement du Soleil. Et qu'est-ce qu'il invoque? Une éclipse, exactement. Et ces éclipses-là, elles ont aussi fasciné les humains à travers des millénaires. Alors ça me permet de faire un petit lien avec qui est-ce qui a vu une éclipse de ses propres yeux. Je vois quelques mains se lever. Ouais. Où est-ce que vous les avez vues? Allez-y. À Singapour. Waouh. Oui. En CE2. Et tu l'as vu où? Mais dans quel pays? C'était en France. Ah, ok. Quelqu'un d'autre? Oui. Où ça? En Mongolie. Waouh. On a pas mal de voyageurs ici. Est-ce que vous savez qu'il y en a une dans 3 semaines, à peu près, 3 semaines et demie, au Chili et en Argentine. Ok. Donc peut-être que je me retrouverai comme Tintin à invoquer les forces du soleil pour provoquer une éclipse. Enfin, en fait, on sait déjà qu'il y aura une éclipse. Mais donc, pour vous dire qu'en fait, nous, en tant que physiciens solaires, alors on ne fait pas que des conférences là où il y a des éclipses pour le plaisir de voyager et de voir une éclipse, mais aussi parce qu'on peut apprendre énormément de choses lorsque l'on a une éclipse. Alors, on apprend énormément de choses des conséquences d'une éclipse. C'est le cas, par exemple, lorsque l'on a pu observer des étoiles qui sont normalement cachées du fait de la luminosité du Soleil lors d'une éclipse. Donc cette éclipse, elle va cacher toute la lumière du disque solaire. On va pouvoir voir les étoiles autour. Et cela a permis, par exemple, de servir à vérifier une hypothèse de la relativité générale d'Einstein. Donc on peut se servir des éclipses pour la physique de manière générale. Mais ce que l'on voit ici dans cette très très belle image d'éclipse, c'est tout ce qu'il y a autour du Soleil que l'on ne voit pas quand il n'y a pas d'éclipse. Pourquoi?
Encore une fois, parce que la lumière du disque solaire est tellement importante que en fait, on ne voit pas tout le halo lumineux que l'on va voir autour du Soleil. Et cet halo lumineux est très important parce qu'en fait, c'est de là d'où va partir toutes ces particules qui nous proviennent du Soleil et qui voyagent dans le système solaire. Ça, c'est ce que l'on appelle l'atmosphère du Soleil, ou plus précisément la couronne du Soleil. Couronne parce qu'en fait, ça ressemble en quelque sorte à une couronne autour du Soleil. Donc, comme la Terre, en fait, le Soleil a une atmosphère, elle a plusieurs couches. Si vous voyez ici, on a quelques petites structures en magenta ou en rouge. C'est la première couche de l'atmosphère du Soleil que l'on appelle la chromosphère. Un peu comme la Terre qui a une stratosphère, une ionosphère, etc. On a différentes couches de l'atmosphère de la Terre. Eh bien, le Soleil, de la même manière, a différentes couches dans son atmosphère. Et la première couche, eh bien, c'est la chromosphère. Au-dessus de la chromosphère, on va avoir ce que l'on appelle, de manière physique, la couronne solaire. C'est tout cet aspect brumeux que l'on va voir. Et un peu plus loin, cette couronne se transforme en quelque sorte de vent, en fait un vent de particules et de champs magnétiques qui s'éloignent du Soleil et qui va jusqu'aux confins du système solaire. En fait, vous n'êtes peut-être jamais posé la question, mais qu'est-ce qui fait la frontière entre le système solaire et le reste de la galaxie? La frontière, c'est là où l'influence du champ magnétique du Soleil, de ce vent solaire, s'arrête. C'est ce qui va définir la fin de cette bulle, une bulle magnétique que l'on appelle l'héliosphère. Et nous, sur Terre, les autres planètes du système solaire baignent constamment dans cet écoulement de particules, cet écoulement de champs magnétiques, ce vent solaire, et on se reçoit en fait en pleine figure constamment. Vous vous en rendez pas compte maintenant, mais en fait on se reçoit plein de particules chargées. Alors c'est pas aussi dramatique que ça, je vais expliquer un peu plus sur Terre, mais on baigne constamment, la planète Terre et les autres planètes baignent constamment dans ce vent solaire. Alors j'ai utilisé un mot, le champ magnétique, et j'aimerais revenir dessus. Vous avez peut-être déjà joué avec un aimant et peut-être de la limaille de fer. Si jamais vous avez une plaque de verre et vous mettez un aimant en dessous, que vous saupoudrez de limaille de fer, qu'est-ce que vous allez voir? En fait, vous allez voir que la limaille de fer, elle commence à former des sortes de structures que l'on appelle des lignes de champ magnétique. En fait, ces lignes de champ magnétique, c'est une représentation de la force du champ magnétique. La première approximation que l'on peut faire du Soleil, un peu comme la Terre, c'est que le Soleil, en fait, c'est un gros aimant. Un gros aimant où l'on va avoir des lignes de champ. Ce que j'ai tracé ici, ce que j'ai montré dans cette petite image, c'est le champ magnétique, mais si je reviens à mon image d'éclipse, de structures similaires, de sortes de lignes qui partent des pôles du Soleil, et puis d'autres qui sont beaucoup plus structurées. Ce qu'on appelle plutôt des boucles, des choses qui vont revenir, qui vont partir de la surface du Soleil et revenir encore une fois sur la surface du Soleil, donc qui vont former des sortes de boucles fermées. Dans d'autres cas, eh bien, on va avoir des boucles ouvertes. Alors on sait maintenant, parce qu'on arrive à mesurer le champ magnétique du Soleil, qu'en fait ce champ magnétique-là est bien plus compliqué que juste un simple aimant. En fait, c'est comme si on avait un gros aimant, et par-dessus on rajoute plein de petits aimants, ce qui fait que le champ magnétique du Soleil est très complexe. Et contrairement à la Terre, où en fait le champ magnétique varie, mais le champ magnétique de la Terre varie, mais très très peu et très lentement, le champ magnétique du Soleil évolue constamment, et chaque 11 ans, le pôle Nord et le pôle Sud, donc les pôles du Soleil, vont se renverser. Et au cours de ce cycle d'à peu près 11 à 13 ans, eh bien, l'activité magnétique du Soleil va augmenter, puis diminuer, puis réaugmenter. Et c'est pendant ces maxima d'activité solaire que l'on va avoir des événements plutôt importants et qui nous impactent, nous sur Terre, ce que l'on appelle les éruptions solaires. J'ai fait un petit topo sur le champ magnétique. Maintenant, je vais revenir un peu au Soleil, à la lumière qui nous envoie. Ça, c'est une image du Soleil, comme vous l'avez sans doute vu, comme vous l'avez dessiné, ou peut-être vos enfants le dessinent, que ce soit jaune, orange ou un peu rougeâtre. Le Soleil, encore une fois, comme j'ai dit au début, on l'a vu depuis l'Antiquité, on sait un peu ce qu'il c'est, et ça a l'air un peu ennuyeux. Ça, c'est le Soleil que l'on voit dans la lumière visible. En fait, la lumière que nous envoie le Soleil, c'est une onde électromagnétique qui a plein de domaines, des domaines que nous, on ne peut pas voir avec nos yeux, parce que nos yeux ne captent qu'une portion de la lumière que l'on appelle la lumière visible. Mais si on était, par exemple, des X-Men, et qu'on avait des yeux qui nous permettaient de voir des ondes radio, de l'infrarouge, des ultraviolets, des rayons X, eh bien, on verrait bien plus de choses
puisqu'on verrait la lumière en fait invisible à nos yeux que nous envoie le Soleil. Alors, une petite complexité, c'est que si on reste sur Terre, on ne voit pas toute cette lumière. Ce que j'ai indiqué ici, oui et non, eh bien c'est le domaine de cette lumière qui va passer à travers l'atmosphère terrestre ou pas. Donc la lumière visible passe à travers l'atmosphère terrestre, on la reçoit au niveau de la surface du Soleil, de la Terre, mais certaines micro-ondes, ou les infrarouges et certaines ondes ultraviolettes ne vont pas traverser l'atmosphère terrestre, ce qui fait qu'il faut envoyer des satellites dans l'espace pour venir capter la lumière qui nous provient du Soleil. La deuxième chose, donc la première chose, c'est qu'on ne reçoit pas toute la lumière du Soleil qui arrive sur Terre, donc il faut sortir de l'atmosphère terrestre. Et la deuxième chose, c'est que ces ondes-là, suivant que ce soit des ondes ultraviolettes, des rayons X, etc., sont associées à des températures différentes. En fait, la lumière visible, ici, ce que vous voyez ici, la lumière visible, c'est à peu près entre une centaine et 10 000 Kelvin. Kelvin, c'est l'unité scientifique, l'unité que l'on utilise pour décrire les températures. À 10 000 Kelvin, en fait, c'est à peu près la même chose que 10 000 degrés Celsius. On s'en fiche un peu du petit écart. Maintenant, si on a de la lumière ultraviolette, en fait, c'est de la lumière extrêmement chaude. Donc, si on reçoit de la lumière ultraviolette, ça veut dire que ce sont des structures très très chaudes qui ont émis cette lumière. On revient sur le Soleil. La lumière visible, vous vous rappelez, cette surface que l'on voit, en fait, c'est la surface du Soleil, la première surface opaque du Soleil, enfin, la seule surface opaque du Soleil à partir de laquelle on voit cette lumière visible, qui est à peu près à 6000 degrés, 6000 Kelvin. Et je vous ai représenté ici, là je vais découvrir petit à petit ce graphe. Ce que je montre ici, c'est la température en fonction de la hauteur à partir de la surface. Donc I0, c'est la surface du Soleil. On voit ici que la température est un peu moins que 10 000. Encore une fois, on est à peu près à 6 000 degrés, 5 000. Maintenant, si je découvre, donc je suis dans l'espace, j'ai des capteurs qui me permettent de regarder la lumière un peu plus chaude. Je me rends compte qu'en fait, au-dessus, eh bien, en fait, j'ai cette première couche de l'atmosphère, la chromosphère, qui est en fait maintenant à 50 000 Kelvin. Et là, c'est le moment où vous devrez vous dire, c'est bizarre. Je commence à m'éloigner du Soleil et il recommence à faire chaud. J'aurais peut-être dû commencer par vous dire que déjà, le noyau du Soleil est très très chaud. Le noyau du Soleil a environ 15 000 Kelvin. Plus on s'éloigne du noyau, plus on s'éloigne de la source de chaleur, plus je m'éloigne du feu de camp, plus je suis censée refroidir. C'est ce qui se passe quand j'arrive à la surface du Soleil, on est à 6000 Kelvin. Et pourtant, quand je passe maintenant dans les premières couches de l'atmosphère du Soleil, la température recommence à augmenter. Et encore pire que ça, maintenant, si je vais encore plus loin, si je passe dans la couronne, donc dans cette grande atmosphère du Soleil, je ne suis plus maintenant à 10 000, non pas à 100 000, mais maintenant à 1 million de Kelvin. Je suis extrêmement chaud, voire même presque aussi chaud qu'à l'intérieur du Soleil. Et ça défie nos concepts de la thermodynamique. Et quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, mince, il y a peut-être un problème. Alors soit on n'a rien compris à la thermodynamique, mais ça fait quand même des siècles qu'on essaye d'avoir ces équations de la thermodynamique, soit il se passe quelque chose, et ça c'est un des grands mystères de la physique solaire, qui est de savoir eh bien, pourquoi l'atmosphère du Soleil est aussi chaude. Alors, on a quand même des éléments de réponse. On pense que ce qui se passe en fait au niveau de la chromosphère, la première couche, on va avoir des sortes de mouvements du champ magnétique qui va dégager des sortes d'ondes de chaleur. Et ces ondes de chaleur vont déposer de la chaleur dans cette couronne. Ou peut-être qu'on a en quelque sorte des mini-éruptions, plein d'éruptions un peu partout dans l'atmosphère du Soleil qui va venir chauffer cette atmosphère. Mais pour l'instant, c'est une grande question à laquelle on n'a pas une seule réponse. L'atmosphère du Soleil est très particulière. Elle a des structures que l'on ne voit nulle part ailleurs dans le système solaire. On va avoir des sortes de zones un peu plus sombres, que l'on appelle des trous coronaux. En fait, ce sont des endroits qui sont très peu denses, on a très peu de particules, et on pense que c'est de là d'où sortent, vous vous rappelez, quand on a vu cette image d'éclipse, on avait ces lignes qui partaient en dehors du Soleil. On pense que ce sont dans ces trous coronaux que l'on va avoir des lignes de champs magnétiques ouvertes. Dans d'autres endroits, il ne se passe pas grand-chose, on a une sorte de couleur uniforme. Si on regarde le Soleil à long terme, on ne voit pas vraiment grand-chose évoluer.
ce qu'on appelle des régions du Soleil plutôt calmes. Et puis il y a d'autres endroits où, au contraire, on a du Soleil qui est très actif, on a des embryonnements, on a des éruptions, on a plein de choses qui se passent. Je vais vous faire un zoom un peu dessus après. Et ça nous intéresse plus particulièrement. Donc je vous ai parlé des différentes lumières et des différentes températures. Alors ce qu'on peut s'amuser à faire, ce que je vous ai montré juste avant, c'est une image en entier du Soleil dans un filtre, où en fait on ne capte que dans ce filtre la lumière en ultraviolet ou la lumière en extrême ultraviolet ou en rayon X. Ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo, c'est tous ces filtres-là, mais qui ont été coupés et collés les uns à côté des autres. Et ce que je veux que vous regardiez, c'est différentes régions du Soleil. Quand on va venir passer un filtre puis un autre, en fait, on va relever des structures avec des températures différentes. Donc on commence. On commence d'abord avec un premier filtre qui est celui de la lumière visible. Cette lumière visible, elle va nous montrer le Soleil comme on le connaît, avec quelques taches que l'on appelle des taches. On va parler un peu juste après, qui sont en fait les régions où on va avoir plus d'activité, plus d'embryoncements qui vont apparaître. On accole les uns à côté des autres ces différents filtres, et on va venir passer ces différents filtres. Vous voyez que ce qui n'apparaît pas dans certaines températures, en fait, apparaît dans des températures beaucoup plus chaudes. On est au niveau de la surface du Soleil, il n'y a pas grand-chose. Mais maintenant, quand on va venir passer des filtres beaucoup plus chauds, on fait apparaître toutes les structures beaucoup plus chaudes de l'atmosphère du Soleil. Et en fait, c'est un zoo dont on n'a aucune idée si on ne se servait que de ses yeux. Bien évidemment, sans regarder le Soleil directement avec ses yeux. Mais si on ne voyait que la lumière visible, on manquerait complètement tout ce monde complètement différent de la couronne de cette atmosphère du Soleil. Donc on a ce genre de structure qui reste en quelque sorte comme des grandes arches au-dessus de la surface du Soleil, des régions actives qui apparaissent comme ayant une certaine dynamique que l'on ne voit pas si on ne regardait que la lumière visible. Et donc l'intérêt de mon travail et de travail d'autres chercheurs, eh bien, c'est de comprendre comment se structure toute cette atmosphère et en particulier les régions où ont lieu les éruptions solaires. Alors on a vu des taches solaires quand on était dans la lumière visible. Les taches solaires, c'est assez impressionnant. Ça, c'est une vraie image qui a été prise grâce à un télescope au sol. Donc on est maintenant sur Terre. On a une résolution très très grande qui permet de regarder vraiment tout en détail les régions actives, en fait, ces taches solaires. On va avoir une partie qui ressemble en quelque sorte un peu comme un œil. On a le centre de l'œil qu'on appelle l'ombre et puis on a la pénombre. Et tout autour, on a en fait la surface du Soleil qu'on appelle, ce qu'on appelle des granules qui ressemblent en quelque sorte, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Si vous mettez de l'eau à bouillir dans une casserole, vous pouvez voir des bulles éclater à la surface. Et en fait, ce mouvement de formation de bulles et de transport de bulles depuis le fond de la casserole, là où c'est chauffé jusqu'au bord, c'est ce qu'on appelle un mouvement de convection. Et c'est exactement ce qui se passe dans les premières couches à l'intérieur du Soleil. On va avoir ce mouvement de ce matériel que l'on appelle le plasma, qui est un gaz très très chaud, qui est tellement chaud qu'en fait il a perdu des ions et des électrons. On va avoir ces grosses bulles qui vont éclater sur la surface du Soleil, sauf à certains endroits où on a un champ magnétique très important. Alors, on a l'impression qu'en fait c'est un trou, c'est pas vraiment un trou, c'est juste que c'est beaucoup moins dense et donc ça apparaît un peu moins chaud. Mais ça reste quand même très chaud, on est quand même toujours à des milliers de Kelvin. Donc je n'irai pas me baigner dans ces ombres-là. Au-dessus, donc on a aussi un champ magnétique très important. Et en fait, si maintenant on regarde, on repasse notre filtre en ultraviolet, en extrême ultraviolet, eh bien on se rend compte que ces régions actives, eh bien, ce sont des régions où on va avoir des sortes des embryoncements, des particules énergétiques qui sont envoyées dans l'espace, qui sont très importants, et des structures magnétiques qui vont être formées, ces boucles coronales qui apparaissent comme des structures très très chaudes. Et ça m'intéresse beaucoup. Parce que ça ressemble un peu à des volcans. C'est comme si on avait des volcans, mais alors ce n'est pas des volcans de lave, c'est des volcans de plasma, des volcans qui sont ultra chauds au niveau de la surface du Soleil et qui vont maintenant envoyer dans l'espace des particules. Mais pas seulement des particules. Donc ici, si je lance la vidéo, on va avoir ces sortes de gerbes de plasma qui sont envoyées. Donc une partie va redescendre à cause de la gravité, le Soleil étant tellement massif qu'on va quand même avoir ces particules et ce plasma qui va retomber.
Mais maintenant, si on fait un zoom, donc ce que je peux faire, c'est qu'on peut faire, vous voyez ces éclipses qu'on avait vues au tout début, je peux créer des éclipses artificielles. Donc on peut envoyer des satellites dans l'espace, on va cacher le Soleil, on va créer une éclipse artificielle et on va découvrir toute la lumière qui émane de cette atmosphère. Donc c'est ce qui se passe, c'est ce que vous allez voir ici. On a rajouté la vidéo qu'on avait avant dans ce cache du Soleil. Donc on a collé ensemble deux vidéos. La première, c'est cette éruption qu'on a vue partir du Soleil. Et on peut comme ça la tracer et voir son voyage dans le système solaire. Donc ça, c'est un autre instrument qui est sur une autre mission qui s'appelle SOHO. Et on voit que ces éruptions, eh bien, elles créent de sortes de grandes structures qui vont partir dans l'espace. Et en fait, elles vont voyager jusqu'aux confins du système solaire. C'est ce que l'on appelle des tempêtes solaires ou encore une fois des éjections de masse coronale. Alors ça, c'est une vidéo en accéléré sur une période de seulement quelques semaines au maximum de l'activité du Soleil. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a quand même beaucoup. Dans la période d'activité du Soleil maximale, on peut avoir plusieurs tempêtes solaires qui émanent du Soleil par jour. En période de minima, comme par exemple en ce moment, on en a en fait très peu. On peut en avoir une chaque mois en moyenne. Bon, on en a ici pas mal. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, ça ? C'est une planète, effectivement. Alors, je sais pas laquelle c'est. Je sais pas laquelle c'est, mais j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, on dirait des aliens. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous tapez NASA controverse alien, vous aurez ce genre de vidéo. En fait, ce n'est pas du tout des vaisseaux spatiaux aliens. C'est des planètes. En fait, les planètes, elles réfléchissent la lumière du Soleil. Et nos capteurs sont tellement sensibles que c'est ce qui crée ces sortes de saturation. Et vous allez voir, alors ça c'est peut-être au début de la vidéo, vous allez voir même deux petits objets qui se rapprochent. Alors ça, ce ne sont pas des planètes, ce sont des comètes. On peut voir comme ça, on peut tracer des comètes qui arrivent très proches du Soleil, qui la plupart du temps, elles se font en quelque sorte manger ou détruire par le Soleil. Certaines d'entre elles, elles repartent. Mais en même temps que l'on voit des éjections de masse coronale ou ces tempêtes solaires, on peut aussi regarder comme ça les comètes qui se font désagréger parce qu'elles sont passées beaucoup trop proches du Soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a ces tempêtes solaires ? Eh bien, ces tempêtes solaires, elles partent dans l'espace et de temps en temps, eh bien, peuvent rencontrer les planètes du système solaire, comme la Terre, Jupiter, etc. Et en particulier, eh bien, nous, la Terre, on se reçoit un peu, déjà on se reçoit ces particules, ce vent solaire de manière permanente, et de temps en temps, eh bien, on se reçoit aussi ces ouragans de l'espace. Et je disais au début, ne vous inquiétez pas, on est quand même protégé sur Terre. On est protégé par quoi ? Eh bien, par le champ magnétique terrestre, qui crée une sorte de bulle magnétique que l'on appelle la magnétosphère. Et cette magnétosphère, elle va nous protéger constamment de ces particules chargées. Donc là, j'ai une représentation, c'est une vue d'artiste. On a le Soleil ici et toutes les particules qui nous proviennent du Soleil sont en quelque sorte défléchies. La magnétosphère crée une sorte de cocon protecteur de ces particules qui passent autour de la Terre. Donc ça, c'est dans le cas du vent solaire. Le problème, c'est que quand on a des éjections de masse coronale ou ces tempêtes solaires, ces grandes structures, elles sont énormes comparées à la Terre. Là, c'est une représentation de ce que l'on pense d'être la taille de ces tempêtes solaires. En fait, cette bulle magnétique, elle agit comme une sorte de cloche et elle se fait frapper par ces tempêtes solaires. Et les particules chargées qui sont captées dans la magnétosphère terrestre sont accélérées depuis ce qu'on appelle la queue de la magnétosphère. Elles sont accélérées depuis cette queue et elles vont être précipitées au niveau des pôles. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que certains savent? Des aurores boréales, exactement. Les aurores boréales, en fait, sont les conséquences de cette interaction entre des vents très forts ou des ouragans de l'espace, ces éjections de masse coronale. Et là, on a une très très belle vidéo d'aurore boréale qui a été prise depuis la Station spatiale internationale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la Terre n'est pas la seule à voir des aurores boréales. On peut comme ça tracer même la propagation de ces tempêtes en regardant quelles sont les réponses d'autres planètes, comme par exemple Jupiter ou Saturne. Alors là, ce sont de très belles images, c'est des images composites, donc ce sont des vraies images, mais prises avec différents instruments qui ont été collés ensemble, qui montrent à la fois, donc ça je crois que c'est la mission Cassini, qui montre Saturne avec ses belles aurores sur son pôle sud, et puis Jupiter. Alors par contre, il faut savoir que Jupiter, c'est un peu, c'est pas complètement
correct de dire que ce n'est que l'influence du Soleil, parce que Jupiter a un champ magnétique très très intense, et l'interaction entre Jupiter et ses satellites, notamment Ganymède et Io, va aussi créer des aurores. Donc c'est très intéressant d'étudier les aurores, parce qu'en fait ça nous permet de faire le lien entre le champ magnétique et l'interaction entre des objets comme le Soleil et Jupiter, ou Jupiter et ses satellites. Donc on n'est pas les seuls à avoir des aurores, mais ça nous intéresse quand même particulièrement sur Terre parce qu'on a des conséquences dans la vie de tous les jours et puis des conséquences aussi pour certaines personnes comme les astronautes. Alors l'histoire veut que, en fait, on ne savait pas trop ce que c'était cette activité solaire, on ne savait pas vraiment qu'on avait des particules très énergétiques lors des éruptions solaires. On ne savait pas vraiment ce que c'était que des éjections de masse coronale avant le début de l'ère spatiale. C'est que dans les années 70 du XXe siècle qu'on a commencé à envoyer des satellites, qu'on a commencé à voir toute cette activité de l'atmosphère du Soleil. Et dans les années 70, on avait aussi les missions, on a le début des missions Apollo. Et en fait, quand on revient maintenant à des mesures qui ont été faites à ce moment-là et qu'on fait le lien avec les missions Apollo, on a eu énormément de chance parce qu'entre deux missions, je crois que c'était la mission, je crois que c'était entre la mission Apollo 11 et la mission Apollo 12, donc quand on est parti vers la Lune, qu'on s'éloigne de cette bulle protectrice qu'est la magnétosphère terrestre, eh bien en fait on a eu deux éruptions très importantes dont on pense qu'il y aurait eu des conséquences très dramatiques pour les astronautes à ce moment-là. Donc c'est un peu la chance de l'ignorant. Mais maintenant qu'on le sait, eh bien, on peut regarder quels sont tous ces effets de ces éruptions sur le système qu'est la Terre. Alors on va avoir des effets sur les astronautes, comme je l'ai dit, mais aussi sur les satellites. Les satellites peuvent être bombardés de particules énergétiques, ça peut avoir un effet sur leurs composants électroniques. On peut aussi avoir une sorte de changement d'orbite de ces satellites si on ne les monitore pas de manière très précise, parce qu'en fait, ces tempêtes solaires qui vont agir sur cette magnétosphère vont aussi transformer un peu l'ionosphère, donc les couches externes de l'atmosphère de la Terre. Et en fait, ça va créer une sorte de frottement sur les satellites, et les satellites vont commencer à freiner et à changer d'orbite. Donc on est obligé de monitorer de manière très précise les orbites de ces satellites. Et puis bien évidemment, on a aussi des effets sur les circuits électriques. Je ne vous fais pas tout le détail de tout ce qui se passe, mais sur les circuits électriques, ça peut être assez impressionnant. En fait, ces ouragans de l'espace peuvent créer ce qu'on appelle des orages géomagnétiques sur Terre. Et ces orages géomagnétiques sont très mal supportés. Alors en France, on est quand même assez bas en termes de latitude, mais on a eu déjà des pannes électriques, c'est arrivé au Canada, au Suède, et puis aussi en Afrique du Sud, en 2003, il y a des transformateurs qui n'ont pas supporté le courant qui traverse ces circuits électriques, et donc il peut y avoir des pannes de courant qui peuvent durer des heures, voire des semaines, suivant la vitesse à laquelle on peut réparer ces transformateurs. Alors une autre conséquence je trouve qui est assez intéressante, c'est une conséquence qui a eu lieu en 2017, en septembre 2017. On a eu une très forte éruption solaire, et avant que cette tempête ou cette éjection de masse coronale arrive à la Terre, en fait, on a eu plein de particules énergétiques qui voyagent pratiquement à la vitesse de la lumière, donc en quelques minutes, elles arrivent à la Terre. Et ce qui va se passer, c'est que ça va avoir des effets sur l'ionosphère et donc sur la transmission d'ondes radio. Donc la vidéo que vous avez ici, eh bien, c'est l'absorption de les fréquences et l'absorption de ces fréquences d'ondes radio, notamment les ondes de radio amateurs, mais pas seulement. On peut aussi avoir des effets sur la gamme d'ondes radio qui est utilisée dans l'aviation civile. Et à ce moment-là, eh bien, juste au-dessus de l'Amérique centrale, eh bien, on a ce creux, on a cette incapacité de se servir des ondes radio pour communiquer. On pourrait se dire, bon, c'est pas très grave en soi, parce que ce genre de gamme d'ondes est utilisé principalement par les amateurs, mais aussi par les secouristes. Mais manque de peau, à ce moment-là, il y a un autre ouragan. Alors ça, c'est pas un ouragan de l'espace, mais c'est un vrai ouragan sur Terre. C'est l'ouragan Irma. Et au même moment, donc le 10 septembre, au moment où on a une éruption solaire, eh bien sur Terre, on a un ouragan qui passe au-dessus des Caraïbes. Et à ce moment-là, à cause d'une éruption solaire, on est incapable de joindre les personnes qui ont le plus besoin de renfort, parce qu'on ne peut pas utiliser la radio. Et donc c'est là où on se dit que bon, les astronautes, ça nous paraît quand même loin, même si peut-être que certains d'entre vous seront dans l'espace dans quelques années, mais quand même on voit que cette influence sur les circuits électroniques, sur les circuits électroniques de nos satellites, sur les circuits électriques sur Terre, et aussi sur les ondes radio, peuvent vraiment impacter la vie de tous les jours. D'où le fait, non pas
seulement de s'intéresser au Soleil comme étant une étoile et puis aussi une autre étoile, mais aussi de la conséquence de son activité sur la Terre. Alors, c'est pour ça que moi et des collègues, on s'intéresse à ce qui peut se passer lors des éruptions. Je ne peux pas rentrer dans les détails dans les 40 minutes qui me sont imparties. Ce que je vais vous montrer ici, eh bien, c'est qu'on arrive maintenant quand même, grâce aux simulations numériques et puis à la théorie, à reproduire un peu ce qui se passe lors des éruptions solaires. On arrive à reproduire la structure du champ magnétique, comment est-ce que ce champ magnétique se comporte, comment est-ce qu'il se reforme et va libérer cette énergie. Et puis aussi, eh bien, comment le plasma, donc ce gaz ionisé, va réagir lorsque l'on a ces éruptions solaires. Donc on n'est pas encore au niveau de la prédiction, mais on commence quand même à comprendre la physique des choses. Mais malheureusement, on est proche du Soleil comparé aux autres étoiles, mais on est encore très loin du Soleil, et on n'a pas encore la finesse, on n'a pas encore la résolution nécessaire pour vraiment comprendre des phénomènes physiques qui se passent à des très très petites échelles, comme par exemple comment l'énergie magnétique transmet son énergie aux particules ou à ces grosses structures que sont les éjections de masse coronale. Et donc je m'intéresse un peu à ce genre de phénomène, donc pourquoi est-ce que les éruptions solaires ont lieu. Et puis eh bien, à l'heure actuelle, on travaille avec mon équipe à essayer de reproduire ce champ magnétique, cet énorme champ magnétique qui va s'étendre et se propager dans le milieu interplanétaire. Et ça, c'est très difficile. Numériquement, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez vu, ces structures, elles partent du Soleil et elles deviennent de plus en plus grandes. Et ça, dans une simulation numérique, c'est très difficile parce qu'en fait, on va essayer de faire de la physique à une échelle qui est de l'échelle de l'atmosphère du Soleil, à une échelle qui est pratiquement l'échelle du système solaire. Et ça, c'est à l'heure actuelle. Donc, dans les quelques années qui suivent, on espère avoir quand même des résultats. Alors, un truc que moi, j'aime beaucoup, et c'est quelque chose qui m'intéresse en particulier à l'heure actuelle, eh bien, c'est d'utiliser des missions planétaires. Ce n'est pas juste des missions interplanétaires, des missions qui s'intéressent au vent solaire, mais des missions planétaires. Alors, je m'explique. Ce que vous voyez ici, c'est une simulation de ces structures qui se propagent. Donc, on a plein d'éjections de masse coronale qui partent du Soleil et qui voyagent jusqu'aux confins du système solaire. Vous voyez qu'elles vont sortir du système solaire interne, vont arriver à Jupiter, Saturne et voire même Pluton. Et en fait, on s'est rendu compte que nos collègues, même à mon étage, oui, à mon étage, j'ai des collègues qui s'intéressent à des comètes, des astéroïdes, des planètes, etc., qui travaillent sur des missions complètement différentes des miennes. Mais quand on envoie ces missions, le temps qu'elles arrivent à Mars ou à Jupiter ou n'importe, eh bien, ces missions, ces satellites, ces robots passent du temps dans le vent solaire. Et donc, nous permettent de capter des données du vent solaire que moi, je peux utiliser pour comprendre comment se propage le vent solaire et ses structures dans le milieu interplanétaire. Et donc, j'utilise même récemment, avec d'autres collègues en collaboration, des données de Curiosity, qui est le petit robot qui se balade sur la surface de Mars. Et ce robot-là, en fait, sent les effets de ces ouragans de l'espace lorsque ces ouragans arrivent au niveau de Mars. En plus, Mars n'a pas de magnétosphère comme la Terre, donc on ressent très très fort ces phénomènes. Donc voilà, on en est là maintenant, on en est à essayer de prédire ce qui se passe, voire même jusqu'aux confins du système solaire. Alors qu'est-ce qu'on a dans un futur proche ? Dans un futur même qui est le présent, puisqu'on a deux missions spatiales. Une mission spatiale qui est déjà partie. La première, c'est la Parker Solar Probe, qui est une mission de la NASA. Alors pour la petite histoire, j'ai raté le lancement à 2 jours, donc quand je regarde ce genre de vidéos, j'ai un peu la larme à l'œil. Mais on a quand même de la chance parce qu'on a aussi une autre mission spatiale, celle-là, c'est la mission spatiale de l'Agence spatiale européenne, bien sûr avec une collaboration de la NASA. On va aussi la lancer depuis la Floride, on espère, on croise les doigts, en février 2020. Donc on est très très proche du lancement, là les choses commencent à s'accélérer, c'est assez fascinant. Et ces deux missions sont en quelque sorte des sœurs jumelles. Alors, pas complètement jumelles, parce qu'on voit que Parker Solar Probe se rapproche beaucoup plus du Soleil. En fait, les Américains qui aiment bien un peu l'emphase disent que c'est la première mission que l'humanité n'ait jamais envoyée aussi proche du Soleil. Faire la même chose, mais en fait, on a été en retard. Donc, malheureusement, c'est eux qui ont eu la possibilité d'aller le plus proche du Soleil. Solar Orbiter va partir un peu plus loin. Donc là, on est en 2020. Je crois que Solar Orbiter est déjà parti. En fait, on va s'aider de Vénus pour accélérer ce qu'on appelle des manœuvres de gravité assistée, pour se rapprocher de plus en plus du Soleil. On va avoir Solar Orbiter et Parker Probe qui vont venir voir très très proche du Soleil et regarder, là où on n'a jamais été encore jusqu'à présent, la naissance de ce vent solaire
où est-ce que la couronne devient en fait l'héliosphère et comment les structures comme les ouragans de l'espace se forment dans l'atmosphère du Soleil et sont éjectées dans le milieu interplanétaire. Ça, c'est une petite présentation de la mission Solar Orbiter. Ici, on a plein d'instruments. En fait, on a 10 instruments, ce qui est quand même assez énorme. On a des instruments ici qui vont venir sonder le milieu autour de la sonde. Et puis, devant, on a un bouclier thermique qui nous protège de la chaleur puisqu'on se rapproche du Soleil. Ce bouclier thermique avec ces différents instruments qui vont venir, eux, photographier et analyser la lumière du Soleil. Et ça va nous vraiment pouvoir faire le lien entre ce qui se passe proche du Soleil et ce qui se passe dans l'héliosphère. Alors bientôt, on a aussi des concepts de mission, et pas seulement des concepts, puisque cette mission va normalement partir l'année prochaine, également, qui s'appelle Proba 3, et que je trouve très intéressant parce que maintenant, on fait des sortes de formations. Donc on vole en formation, on ne prend pas juste un satellite, mais on en prend 2. Et ce satellite-là, en fait, c'est un coronographe. Sauf qu'au lieu d'avoir un coronographe unique sur un satellite, eh bien, on prend un coronographe qui va venir cacher la lumière du Soleil et un autre satellite juste derrière qui va venir capter la lumière autour du Soleil. Et puis, alors un problème que l'on a, donc ça c'est une mission que l'on a déjà envoyée, Stéréo 1. C'est juste une représentation pour vous montrer que quand on a ce genre de grande structure, quand on a un petit satellite, eh bien malheureusement on va mesurer que si on a une énorme structure, en fait on ne vient de mesurer qu'un tout petit point de cette structure. Et donc c'est très difficile de comprendre comment cette structure se comporte de manière générique, quelle est sa globalité, quelle est sa structure tridimensionnelle, puisqu'on a juste un point dans l'espace. Donc peut-être que le futur, eh bien, ça va être d'utiliser des nanosats, des sortes de constellations de petits satellites que l'on va envoyer et qui va nous permettre de capter en quelque sorte plein d'endroits différents pour comprendre toutes ces structures tridimensionnelles. Une dernière question pour vous. Quand on regarde cette image, je vous en ai présenté pas mal, qu'est-ce que l'on ne voit pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Oui. Dis-moi. Ouais, c'est une bonne réponse. On ne voit pas l'autre côté du Soleil, mais on a une mission pour ça. On a une mission qui s'appelle Stéréo A et Stéréo B qu'on a envoyées pratiquement en même temps. Et ces missions, en fait, elles tournent c'est en quelque sorte à des vitesses différentes. Et il y en a une qui va nous prendre l'arrière du Soleil. Donc finalement, on a ce genre de mission. Mais il y a quand même un endroit que l'on ne voit pas. Enfin, il y a 2 endroits que l'on ne voit pas. Les pôles, exactement. On n'a jamais vu les pôles du Soleil. Alors, on a une mission qui s'appelle Ulysses. Ulysses est partie vers les années 90 et début des années 2000. Ulysses, quand elle est partie, en fait, elle s'est servie de Jupiter pour sortir du plan d'orbite des planètes, ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, et a permis de prendre des données du vent solaire, mais n'a pas pris d'image des pôles du Soleil. Elle n'avait pas d'instrument pour prendre les pôles du Soleil. Pourquoi on s'y intéresse? Eh bien, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe au niveau des pôles, et il y a quand même des missions comme Cassini et Juno qui nous ont montré des choses vraiment fascinantes sur certaines planètes. Cassini nous a montré les pôles de Saturne, et notamment cet hexagone qui est très intéressant. En fait, c'est des sortes de formations de ces géantes gazeuses qui pourraient être à l'origine de ces structures, de cet hexagone. Et puis on a aussi la mission Juno qui est partie récemment et qui allait rendre visite à Jupiter. On le voit, ce pôle vraiment fascinant de la même manière avec des structures, des sortes de vortex, ces sortes d'écoulements turbulents de gaz dans l'atmosphère de Jupiter. Et donc la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des pôles du Soleil. Et donc là, on est en train de réfléchir, on a des propositions de missions sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle pour peut-être proposer les futures missions qui vont aller explorer les pôles du Soleil. Donc je finis. J'ai juste plein de questions en fait, qui nous restent encore, comme comprendre comment se propagent les éjections de masse coronale, qu'est-ce qui se passe aux confins du système solaire et bien évidemment qu'est-ce qui se passe au pôle du Soleil. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait le Soleil, c'est une étoile comme les autres, mais ce n'est pas vraiment une étoile comme les autres parce qu'elle est si proche de nous que c'est un laboratoire pour comprendre la physique, le champ magnétique, le plasma, mais aussi pour comprendre les autres étoiles, qui sont tellement loin qu'on ne peut pas vraiment les observer. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, merci pour cette magnifique présentation qui devrait susciter des questions dans la salle. Le jeune homme.
Est-ce que comme du coup Mars n'a pas de champ magnétique, des impacts sur la croûte terrestre, enfin sur la surface? Sur sa surface, ouais. Et bah, c'est une très bonne question et c'est pour ça que le robot Curiosity, qui se balade sur la surface martienne, a ce détecteur. C'est un détecteur de rayons cosmiques. Et en fait, on se rend compte que la dose que reçoit la surface martienne est bien plus importante que la dose de rayons cosmiques que se reçoit la Terre. Et donc oui, c'est très important. Et c'est tellement important que si jamais on veut habiter sur Mars, soit il faut qu'on ait des combinaisons qui nous permettent de se protéger de cette radiation, soit il ne faut pas qu'on soit sur la surface martienne, mais il faut qu'on soit en dessous. Merci. Donc, on va prendre une question Internet. Et oui, nous avons des questions d'Internet où vous êtes plus de 600 à nous suivre maintenant, donc on vous remercie. Et moi, j'en ai profité pour piquer la place des garçons. Donc déjà, on a une question de Mike Roland qui demande pourquoi l'éclipse n'est pas visible partout. Eh bien parce que la Lune n'est pas aussi géante que ça. La Lune a un certain diamètre et la Lune aussi bouge. Donc elle ne au même endroit. Va passer, son orbite va changer. Et de ce fait, ce que l'on peut voir sur Terre, c'est l'ombre, comme Roland Lehoux a parlé tout à l'heure de l'ombre des satellites de certaines planètes. De la même manière, la Lune a une certaine ombre, et c'est cette ombre-là qui fait l'éclipse. Comme la Lune n'est pas aussi grosse, en fait, on ne voit que l'ombre de la Lune sur un chemin que prend lorsque la Lune orbite, et ce chemin va changer. On peut la voir, par exemple, l'année dernière, on avait une éclipse en Amérique du Nord. Cette fois-ci, ça sera en Amérique du Sud. Certaines fois, on a en Asie, en Europe, etc. Et ça va fortement dépendre de où se place la Lune par rapport à la Terre lorsqu'on a cette éclipse. Merci. Une autre question dans la salle? Alors, j'aurais voulu savoir si les inversions des pôles magnétiques du Soleil, elles avaient des impacts sur la Terre, et si elles se produisaient de manière instantanée ou si elles avaient une durée. Oui, alors l'impact qu'a ce renversement sur la Terre, c'est pas un impact bref, dans le sens où ce renversement, il démarre, la préparation de ce renversement démarre au début d'un cycle. Donc au début d'un cycle, on commence à avoir un champ magnétique qui est plutôt bien, une sorte de cet aimant que j'avais présenté au tout début. Et au fur et à mesure, ce champ magnétique se complexifie avant de se renverser. Et quand on commence à rentrer juste avant le renversement, l'activité du champ magnétique, l'activité du Soleil commence à augmenter et on commence à avoir plein d'éruptions solaires. Et donc on a plein d'ouragans. Et c'est cet effet-là que l'on va recevoir sur Terre. Maintenant, ce renversement, il n'est pas instantané dans le sens où ce n'est pas en quelques secondes, en quelques heures, mais plutôt sur quelques mois. Mais il est relativement rapide comparé aux 11 ans. Merci. Donc une autre question Internet. Oui, où le geek nous demande est-ce que les capteurs des sondes voyageurs fournissent encore à ce jour des données utiles pour l'étude du Soleil depuis leur lointaine position? Alors c'est une très bonne question parce que je m'y intéresse. Alors il faut savoir que les sondes voyageurs, en tout cas pour la sonde voyageur 1, est sortie du système solaire, donc est maintenant dans la limite entre le système solaire et le milieu interstellaire. Mais il y a effectivement des instruments qui sont restés allumés pendant toute la mission. Et donc, avant que Voyageur 1 et aussi Voyageur 2 ne traversent la frontière entre le système solaire et le milieu interstellaire, eh bien, on a pu capter des données du vent solaire. Et je m'y intéresse parce qu'en fait, Voyageur a effectivement a sondé, les deux voyageurs ont sondé des éjections de masse coronale aux confins du système solaire. Et donc, pour moi, c'est très important. Je n'ai pas encore regardé les données, je sais que certaines personnes les regardent, mais voilà, c'est exactement ce sur quoi on travaille en ce moment. Merci. Une autre question dans la salle? Toujours au premier rang, alors. Bonjour, je voudrais revenir sur l'inversion des pôles. Alors, comment se passe l'inversion des pôles? Est-ce que c'est un basculement et donc on a par exemple le pôle magnétique qui va passer par l'équateur, ou est-ce que c'est plutôt comme si on retournait une chaussette? Ça se passait par l'inversion des pôles se faisait par l'intérieur du Soleil? Alors en fait, c'est ni l'un ni l'autre. La raison pour laquelle c'est ni l'un ni l'autre, c'est parce que, je ne sais pas si je peux revenir à ce... si je reviens à cette image d'éclipse, en fait le champ magnétique ici, il est plutôt ordonné. On voit bien le pôle nord et le pôle sud magnétique et puis ces sortes de boucles fermées. En fait, au fur et à mesure, je n'ai pas d'image ici, mais au fur et à mesure du cycle, on voit qu'on n'a plus vraiment... ces belles lignes de champ ouvertes au niveau des pôles, mais tout devient un peu chaotique.
Et donc ce renversement, c'est pas une chaussette et c'est pas un renversement complet. C'est en fait le champ magnétique. Par exemple, si je prends le champ magnétique négatif, qui va venir manger petit à petit le champ magnétique positif, et inversement de l'autre côté. Et donc c'est plutôt un changement doux, on va dire, et c'est pas un renversement comme on peut s'imaginer le pôle nord et le pôle sud qui s'inversent. Merci. Donc encore une question Internet. Oui, on a encore une question Internet. On a Yves, par exemple, qui nous demande si le Soleil pourrait devenir un jour un trou noir. Ah non, malheureusement, enfin je sais pas malheureusement, peut-être pas malheureusement en fait, le Soleil n'est pas assez massif pour devenir un trou noir. Donc il passera par un stade qu'on appelle géante rouge et puis une naine, mais pas un trou noir. Une naine blanche, exactement, oui. Vous connaissez les termes, donc c'est bon. Donc une dernière question dans la salle, ou sinon on va passer au dessin. Monsieur? Oui, une petite question. Vous avez parlé de l'influence du Soleil sur les activités humaines. Et pouvez-vous nous dire un mot de l'influence du Soleil versus réchauffement climatique? Alors j'étais sûre que j'allais avoir ce genre de questions. Je ne sais pas si je l'ai ici. En fait, l'activité du Soleil, on peut la voir au niveau de ses tâches. Et puis aussi, maintenant que l'on a des satellites dans l'espace, on peut le voir avec le nombre d'éruptions solaires que l'on peut avoir. Et ces tâches-là, comme on les voit au niveau de la surface du Soleil et que ça, c'est en lumière visible, on les a comptées depuis la lunette de Galilée. En fait, Galilée, si j'ai ce petit dessin ici, Galilée, même avec ses premières lunettes astronomiques, a regardé le nombre de tâches et les a comptées. Et on a comme ça une sorte d'enregistrement de tâches solaires qui apparaissent en lumière visible depuis les années 1600. Donc c'est ce qu'on a 1600-1750. Et donc on voit ce cycle-là. Et effectivement, si on voit maintenant le Soleil en extrême ultraviolet, on voit que l'embriancement du Soleil va changer au fur et à mesure de ce cycle-là. Et donc il y a des gens qui se sont dit, mais en fait, ça se trouve, cet embriancement-là, puisqu'on a moins d'embriancement quand le Soleil est moins actif, peut-être que c'est la raison pour laquelle eh bien, on a des périodes un peu plus froides, notamment lorsque l'on a des cycles qui ne recouvrent pas leur activité, en quelque sorte, leur activité normale. On a ce qu'on appelle des minima. Et ces minima, si on regarde maintenant la littérature ou bien dans le monde artistique, on a aussi des peintures hollandaises ou des peintures anglaises qui, lors de ces minima, décrivent la Tamise comme étant complètement glacée, ce qui n'arrive plus à l'heure actuelle. Et donc il y a certaines personnes qui se sont dit on doit avoir sans doute un effet sur le climat de l'activité solaire, ce qu'en fait c'est très difficile. C'est très difficile, pourquoi? Eh bien parce qu'on a plein d'autres conséquences qui pourraient expliquer, enfin plein d'autres phénomènes qui pourraient expliquer ces périodes de glaciation, comme par exemple des éruptions volcaniques qui n'ont pas forcément été reportées à cette époque. Le fait qu'on ne sait pas si vraiment ces enregistrements de tâches solaires, c'est vraiment quelque chose qui a été fait de manière très scientifique au cours des années, au cours des siècles, on ne sait pas. Et puis il y a aussi l'activité humaine, donc le fait, par exemple, on sait que la Tamise, maintenant on le sait, que la Tamise, elle avait tendance à glacer parce qu'il y avait beaucoup plus de ponts. Et quand ces ponts ont été détruits, l'écoulement a fait que finalement la Tamise, elle se refroidit moins pendant l'hiver. Et donc c'est très difficile à dire. Et à l'heure actuelle, on a pas mal de prédictions, donc je vous passe un peu le détail. Ça, c'est toutes les prédictions qui sont faites sur le cycle solaire. Et en fait, c'est tellement difficile de prédire ce qui se passe au niveau du cycle solaire que l'on... Comment dire? Je pars sur deux choses. C'est difficile de prédire le cycle solaire, mais ce que l'on sait, par contre, c'est que la variation lumineuse que l'on a maintenant au niveau du cycle solaire n'explique pas ce qui se passe au niveau du climat à l'heure actuelle. Mais c'est très difficile quand même de corréler les deux. Je ne sais pas si je suis claire dans... Ouais, c'est bon. Bien, merci beaucoup. Donc, on va remercier le docteur on va passer à la présentation. C'est pas moi. On va passer à la présentation des dessins. Ah ben, vas-y, je voulais juste... Parce que nous avons toujours deux dessinatrices du Café des Sciences. Nous avons Agatha, toujours, du blog Le Nidpi.
Et Héloïse, qui est autrice de BD, avec par exemple sa dernière bande dessinée, c'est Intelligence artificielle, miroir de nos vies, aux éditions Delcourt. Et donc nous avons des dessins qui vont arriver incessamment sous peu. Les dessins arrivent. Soyez patients. Je vais en profiter pour vous dire, en attendant que les dessins apparaissent, bon bah trop tard. Donc nous avons un premier dessin où il est écrit Boom baby. Ah enfin, time to shine. Parlons du soleil, gnark gnark. Et en parlant d'éclipse. Et donc ça c'est un dessin de Agatha. Le vent solaire. Je ne ferai pas les onomatopées. C'est toujours Agatha, si je ne me trompe pas. C'est Héloïse, pardon. La couronne solaire. Voilà. La couronne solaire. Toujours d'Héloïse. Un joli portrait de Mio. Le soleil, notre plus belle étoile. Donc en dessin d'Agatha. Encore plus chaud, j'arrive pas à lire, c'est écrit chromosphère, et là avec le soleil est au milieu, il fait chaud, très chaud, parfois même au-delà du visible. Et le travail de terrain, pardon. Ce sera nous dans 3 semaines et demie, mais ouais. Enfin, pas avec les lunettes. Qu'est-ce que tu fais? Il est midi, Régis. Je regarde les étoiles, je regarde l'étoile. Enfin, je crois que je suis aveugle maintenant. Donc protégez-vous hein, quand vous regardez les... Et dire qu'il y en a qui se plaignent de faire de... Non, pardon. Et dire qu'il y en a qui se plaignent à faire de l'acné. Moi, j'ai des tempêtes sur la tronche. Alors, je vais dire... Comment lire ça? Bloup, bloup, bloup. Ah ah, gros nul. Ouch. Ah. On dit que je ne suis pas très intéressant. En attendant, sans moi, pas d'aurore boréale, les gars. Et puis, faites pas les malins, parce que je peux tout faire péter, même chez vous, là. On a des robots qui passent tout leur temps dans les vents solaires. Cher journal, je suis seule, il pleut du soleil. C'est quand même un peu la loose. Et c'est tout. Au niveau des Merci dessins. beaucoup pour ces super C'est dessins. très chouette.